je vais commencer donc par vous dire que tout ce que je veux vous dire maintenant, cela ne vient pas de moi, c'est toute une petite partie qui vient de moi. Je ne suis ici qu'une voix, donc nous sommes une équipe très importante et le pilier de l'équipe, c'est M. Saïd Bacharan qui connaît Ainos mieux que toute personne au monde, qui dirige des flux. Donc, comme Lauriane l'a dit, depuis plus de 40 ans là-bas, il travaille et donc c'est autour de lui qu'une équipe s'est constituée progressivement par plusieurs équipes allemandes, d'abord de géophysique, de géomorphologie, de géoarchéologie. C'est par l'intermédiaire de mes ancrages en Allemagne, comme j'étais postdoc là-bas, que j'ai intégré les équipes d'Ainos. Et à partir de 2017, nous avons pris la suite avec des projets français, étant donné que les projets allemands sont arrivés à terme et que les chercheurs allemands sont partis à la retraite, ils sont en train de partir à la retraite. Donc, c'est maintenant une mission française du ministère des Affaires étrangères depuis 2019-2020. Et nous nous réjouissons de la perspective de pouvoir étendre cela à une mission de l'École française d'Athènes en intégrant le rivage grec de l'Èbre. Donc, une équipe qui parle à travers ma voix pour vous présenter ce site d'Ainos qui se situe donc à la frontière actuelle entre la Grèce et la Turquie, à l'embouchure de l'Èbre, dans un environnement qui a beaucoup changé au cours du temps, d'où le besoin de faire de la géoarchéologie, de la géomorphologie, de la géophysique. Un site extrêmement difficile qui a été habité pendant 3000, au moins 3000 ans, sinon plus. Je vais vous en dire quelques mots, peut-être même 7500 ans. On va voir tout de suite pourquoi. Et un site où, disons que jusqu'à l'arrivée de M. Bacharan, on n'a pas prêté beaucoup d'attention à l'héritage grec, étant donné que la population grecque qui était majoritaire jusqu'en 1923 est partie avec tout ce qu'ils ont pu emmener à Alexandropolis et au-delà. Et donc, on a détruit beaucoup de choses. Et donc, c'est à partir des années 70, surtout grâce à M. Bacharan, qu'on protège le patrimoine et qu'on fait des fouilles et qu'on sait quelque chose sur Ainos. À l'embouchure de l'Èbre, donc voilà une image pour vous donner de cette ville, qui est donc une ville pas très prospère actuellement de la Turquie, qui se trouve sur une sorte de presqu'île entourée de marécages, donc un environnement très difficile dont font état tous les voyageurs qui ont vécu, qui sont passés à Ainos, surtout à partir du 18e, 19e siècle. Donc, c'était un environnement très difficile à vivre, avec beaucoup d'épidémies à cause des moustiques, mais un environnement qui a été au contraire très favorable à l'habitat dans l'Antiquité. C'est à cause de la fermeture de la lagune marine et de la progradation du fleuve, dont je vous parlais tout de suite, que cet environnement qui était jadis, qui a fait jadis la prospérité exceptionnelle de cette ville, qui l'a transformée à l'époque moderne dans un endroit assez difficilement vivable, du moins jusqu'au XXe siècle, quand les autorités turques ont fait quelques travaux, quelques canaux qui permettent quand même de vivre à Ainos. Quand on parle d'Ainos, on doit parler évidemment du fleuve Èbre, ou bien Maritsa en bulgare, ou Meriç en turc, donc lié à Marie, donc pour les chrétiens, mais Évros, l'Èbre pour les Grecs, le plus grand fleuve de Thrace avec le plus grand bassin fluvial. Et vous voyez que la ville qui devait se trouver devant l'embouchure de ce fleuve et donc qui maîtriser le passage, c'est la ville d'Hermès, le dieu du commerce. C'est la seule ville grecque qui a eu comme divinité tutélaire Hermès. Donc, c'était une ville du contrôle, du business de la frontière qui a fait sa richesse grâce au contrôle donc, de ce trafic fluvial extrêmement important qui menait d'une part jusque vers l'Occident, vous le voyez ici, vers le bassin du Strumon, aussi bien que vers la mer Noire, vers l'ouest de la mer Noire, par les affluents. Donc, on a Erguéné et d'autres affluents qui arrivent jusque dans l'arrière-pays de la ville moderne de Burgas. Donc, un bassin fluvial important, mais aussi, ce qui est encore plus important, c'est que c'était navigable. Donc, l'Èbre a été navigable et sur ses grands tributaires jusqu'au 19e siècle avec des très grands bateaux. Donc, jusqu'à la fin du 19e siècle, on a des témoignages que des grands bateaux maritimes de Smyrne pouvaient aller jusqu'à Adrianopolis et Edirné aujourd'hui. Donc, c'est la progradation du delta et l'accélération de la dégradation des sols avec une sédimentation de plus en plus importante qui fait qu'aujourd'hui, l'Èbre n'est plus navigable, ce qui pose aussi un problème pour la prospérité de la ville.
On parle de l'Èbre parce que l'Èbre, pour quelqu'un qui a une formation littéraire au début comme moi, donc est un repère spatial très important. Et on voit déjà dès le 7e siècle avant Jésus-Christ un poète éolien, parce qu'on va parler d'éolien, donc c'est la plus grande cité éolienne, disons, mais en Europe. Alcée remarque déjà de la fin du 7e siècle, donc Alcée c'est quelqu'un qui est plus ou moins contemporain de la colonisation éolienne à Ainos, et il parle déjà de Callistos, Potamon, le plus merveilleux des fleuves, qui arrive par Ainon, de côté d'Ainos, pas tout à fait dans la ville, comme on va le voir grâce aux recherches géoarchéologiques, maintenant avec des datations et des repères vraiment scientifiques. L'Èbre qui est présent donc dans énormément de sources littéraires, évidemment à partir de l'époque hellénistique dans les compilations savantes et à l'époque romaine, c'est un lieu commun de parler de l'Èbre qui est le grand fleuve du Nord, de la Thrace, du Froid, comme Ovide, qui il semble que dans son voyage vers la mer Noire, vers le pont Euxin, est passé donc par Samothrace et après avoir participé au mystère des dieux, il est remonté vers la région actuelle de Alexandropolis et il a remonté l'Èbre, laissant son navire continuer le chemin. Et alors qu'il décrit dans ses pontiques un voyage maritime pour faire semblant que lui, il est à la fois Ulysse, Énée, Jason et tout cela ensemble, en fait, il est remonté sur le fleuve, il a préféré une voie de terre, justement en longeant les tributaires de l'Èbre. Nous avons beaucoup de sources de lieux communs sur la richesse de la Thrace qui serait catalysée, concentrée autour de l'Èbre et de son bassin. Ici, on a encore des problèmes à résoudre pour comprendre ces sources littéraires parce que si un texte comme celui d'Euripide est facilement compréhensible, donc l'Èbre qui est Arguroro-Ruton, donc riche en argent, donc, et on connaît le monnayage d'Ainos dont je vais vous parler tout de suite, et aussi le monnayage d'argent d'autres villes plus tard dans la région. Il est plus difficile de comprendre un texte comme Pline l'Ancien. S'agit-il d'une simple confusion quand Pline nous dit dans le livre 33 qu'il y a beaucoup d'or en Thrace et qu'il y aurait des mines d'or autour de l'Èbre. Donc, pour l'instant, on considère qu'il s'agit d'une erreur, d'une confusion de Pline, mais je pense que ça vaut la peine de chercher les traces de cette exploitation dans les carottes. Donc, une rivière très riche, donc qui fait fantasmer et qui est aussi la rivière la plus représentée sur les monnaies romaines comme dieu fleuve après le Nil. D'où donc c'est à cause de l'importance de cette rivière dans le trafic d'époque romaine impériale à partir du entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. On a beaucoup de types qui se regroupent dans deux grandes familles, donc le type du dieu fleuve Nil, à moitié allongé, et le type d'Antioche, le petit dieu qui essaie de nager à côté d'une cité, d'une tuquée, et aussi un type mixte particulier qu'on trouve à Traianopolis, donc à l'embouchure et dans la ville très importante à l'époque romaine qui se trouve sur le côté grec actuel du fleuve. Donc on a un dieu de type Nil en combinaison avec quelques nymphes, les trois nymphes au IIIe siècle, et je vous montre cela parce que parmi les nombreux sujets que nous traitons ensemble avec M. Bacharan, nous avons ce relief en marbre que je date du début du IIIe siècle, où on voit exactement la même image que sur les monnaies romaines de Traianopolis, c'est-à-dire le dieu fleuve avec trois nymphes et une inscription qui parle d'une dédicace donc au maître au Kyrios Hébros. Et donc, ce relief a été trouvé hors contexte, en fait, dans la fouille de la nécropole, mais il devait tomber des parois du promontoire et il a dû être déposé à l'époque de l'Antiquité, donc au IIIe siècle après Jésus-Christ, dans une des niches de ces sanctuaires qui se trouvent tout autour du promontoire. Et on lit donc sur l'inscription Kyrio Ebro et un certain Christos, donc déjà allusion à un nom chrétien, mais Christos qui est fils d'un certain Iulios et qui fait la dédicace Euchen au dieu fleuve avec, comme je vous disais, une iconographie qu'on retrouve aussi sur un autre
relief trouvé au début du XXe siècle du côté grec. Donc, on est dans la région de Didymoteico. Donc, c'était une image qui circulait dans la région et qui est à rattacher, donc à rapprocher de cette monnaie d'époque sévérienne, début du IIIe siècle, à Traianopolis, avec un dieu fleuve et avec les trois nymphes. Qui sont ces trois nymphes? D'où vient le modèle de cette monnaie? Quelle est la ville qui a mis en avant le dieu fleuve, qu'on pourrait reconnaître par les nymphes? Eh bien, comme on le sait, il y a beaucoup de reliefs avec des nymphes en trace, et c'est vraiment le mérite de Louis Robert d'avoir montré que lorsqu'on trouve des nymphes en trace, il ne s'agit pas des nymphes vraiment qui se promènent dans le territoire d'une ville parce qu'il y a beaucoup de sources. C'est quelque chose de très particulier à la trace. Il s'agit d'eau thermale. Donc, il faut chercher l'origine de cette figure, le dieu fleuve avec les trois nymphes, dans un endroit où on a du thermalisme, des bains. Ça tombe bien là où on a la monnaie au IIIe siècle, Traianopolis, on a des bancs qui ont continué, donc époque romaine, époque byzantine et Hammam à l'époque turque, c'est une ville balnéaire, disons, et même jusqu'à aujourd'hui, les gens, il y a un sanatorium et des gens, on peut prendre des bons bains à Traianopolis. Donc le fleuve associé à ces trois nymphes vient de Traianopolis, ville qui se trouve devant Ainos, et j'ai mis ici une image qui nous montre donc Ainos à l'embouchure du fleuve et de l'autre côté du fleuve, donc en Grèce actuelle, c'est un peu plus au nord-est par rapport à Alexandropolis, il y a ce site de Traianopolis, d'où vient le modèle qui s'est diffusé à la fois à Ainos et vers Didymoteique, etc. Donc toutes les villes qui ont profité de ce fleuve ont pu avoir des dédicaces, des reliefs avec ce dieu fleuve. Et en effet, je vous disais que le fleuve est le plus représenté sur des monnaies romaines après le Nil, ce qui prouve à quel point toutes les villes romaines qui peuvent former un réseau à son embouchure dépendaient de cette richesse, de cette connectivité. Mais si vous regardez donc cette carte, et j'ai mis ici seulement les types monétaires avec le dieu fleuve de Philippopolis, Trimontium, donc Plovdiv actuel en Bulgarie, mais vous voyez qu'on a jusqu'à Stara Zagora en Bulgarie actuelle, et Girne, bien sûr, Didymoteico, Plotinopolis, dans la région où on a trouvé aussi l'autre relief, Traianopolis, mais vous voyez que Ainos est absent. Que fait Ainos, donc, qui est à l'embouchure du fleuve? Pourquoi ne frappe-t-il de monnaie liée au fleuve? En fait, c'est une autre hypothèse. Je pense qu'on trouve le dieu fleuve pas à l'époque romaine, pour une raison qui reste à expliquer, peut-être parce que Ainos reste un peu indirectement lié à la Via Egnatia et donc un peu en dehors des réseaux. C'est quelque chose que nous devons discuter et explorer. Je vais revenir à ce sujet à la fin de la communication. Mais je pense qu'à l'époque de la grande puissance d'Ainos, à l'époque où il n'y avait pas d'autres cités importantes dans la basse vallée du fleuve, je pense qu'on a une représentation qui peut être liée au dieu fleuve, ou en tout cas à l'Èbre. Et c'est surprenant, mais c'est sur ce qu'on connaît de mieux de Ainos, ces monnaies d'argent d'époque classique, qui ont été souvent considérées comme la plus belle monnaie d'argent après Athènes, donc frappée dans le monde grec, sur lesquels on voit, donc vous voyez différents types iconographiques d'Hermès, donc le dieu du commerce, parce qu'il faisait des sous en contrôlant ces trafics, et de l'autre côté, on voit donc une sorte de chèvre, de bouc qu'on a lié au dieu Pan, parce qu'on sait depuis longtemps qu'il y avait une grotte de Pan, dont je vais vous parler tout de suite parce qu'on l'a étudié, ou bien parce que c'est la trace, donc il va être la campagne, etc. Seulement, si on regarde dans Esukios, on a une glose qui est assez intéressante, qui dit Ebros, le mot Ebros signifierait Tragos Bates. Donc, en bouc, Bates qui marche, en marche. Bates est un mot donc, du verbe baino qui entre dans la composition de différentes attributs également de Pan et de divinité donc, à Grèce, mais ça signifie bien en loup qui marche, et c'est exactement ce qu'on voit sur le revers de ces monnaies. Je soupçonne donc que dans la mythologie de l'Èbre, qui devait être très riche à l'époque de l'Antiquité, parce qu'on a des références à des œuvres littéraires perdues qui raconteraient même un mariage du dieu fleuve, ou voilà, toute une littérature autour de ce fleuve très important. Je pense qu'il y a eu soit un mythe, soit une étymologie
Thrace, Hébros soit quelque chose lié à un bouc ou bien peut-être, pourquoi pas, une représentation donc pré-anthropique, parce qu'ici on est à l'époque classique, donc on est avant l'invention du type iconographique du Nil et de l'Oronte. Donc, j'ai fait une recherche dans la langue thrace avec toutes les sources à partir de Chantraine pour le grec et d'Etchev dans les langues thraces. C'est vrai qu'il y a ce radical de ebros, abros dans les langues thraces, aussi bien d'Europe que d'Asie, mais on ne sait pas très bien ce que ça signifie. Dans tous les cas, il faut soupçonner une racine thrace qui a quelque chose à voir avec un bouc. J'arrive enfin à Ainos après cette parallèle, donc qui vous ouvre déjà une perspective sur toutes les questions que nous avons. Nous avons très peu de réponses, mais nous avons beaucoup de questions parce qu'on essaie de chercher. Donc, pourquoi Ainos? Parce que c'est une des plus importantes villes donc, grecques, comme je vous disais, éoliennes de Thrace. C'est une ville qui apparaît comme étant très importante à l'époque Thrace dans les sources littéraires. C'est déjà mentionné chez Homère et on répète à différentes époques que c'était une grande ville des Thraces qu'on n'a pas trouvé par l'archéologie, mais vous le savez mieux que moi que c'est pas facile de trouver les Thraces et les Perses dans l'archéologie des cités grecques. Ensuite, on sait que c'était une ville importante grecque, on a vu les monnaies, on a aussi des inscriptions, on va en parler un tout petit peu, que ça reste un repère à l'époque romaine. Les gens d'Ainos ont essayé de se mettre bien devant les romans en disant que Ainos, n'est-ce pas, c'est Aîné, Ainéa, donc c'est la cité sœur de Rome, en abusant de nouveau d'un radical thrace, n'est-ce pas, qu'on trouve en Bithynie et aussi en Thrace. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est sûr que le nom a été bien utilisé parce que aussi en rapport avec Hermès, Ainos en grec signifie un mensonge, une fausse histoire. Donc ça passe bien avec le dieu titulaire de la cité et ça arrange aussi à partir de l'époque hellénistique tardive, on trouve des gloses, qu'Ainos c'est la première fondation d'Énée, donc la première Rome. Et on a beaucoup d'archéologie pour l'époque byzantine, pour le coup, pour l'époque génoise, on a des sources littéraires et de l'archéologie, je vais vous en parler. L'époque ottomane, ce que vous voyez sur la photo, c'est ce que nous appelons l'acropole, le bourg d'Ainos et bien sûr la ville turque actuelle. Donc une position stratégique parce qu'elle a contrôlé vraiment toute la sortie vers la mer de ce bassin hydrographique de l'Èbre, avec de très importantes ressources naturelles. On a toujours fait de la très bonne poterie, il y a de la très bonne argile à Ainos, on a pu tout faire. Donc, je vais vous montrer en particulier des sarcophages, mais des vases les plus fines. On va voir, grâce aux découvertes de M. Bacharan, on a imité de la céramique depuis le corinthien et l'oriental jusqu'au XXe siècle. Ensuite, on avait de quoi faire de l'agriculture, un bon territoire, on avait des lagunes pour faire du sel, pour pêcher du poisson. Et donc, on a eu un savoir-faire qui a assuré la prospérité de cette ville. Et en revanche, comme je vous disais aujourd'hui, et ça commence vraiment au XVIIIe siècle, la prospérité de la ville a été vraiment en chute. Et donc, toute la question, c'est pourquoi comprendre si le changement des conditions environnementales a déterminé cette chute, si l'homme a aggravé cette dégradation des conditions environnementales. Dans tous les cas, un des thèmes de mes recherches ici à l'EFA étaient ces photographies prises au début du XXe siècle par Lampa, qui est un byzantiniste grec donc, qui a voyagé en Thrace. Et on a ici une photo de 1902 qui vous montre cette acropole qui est déjà en ruine. Donc, on est vraiment en 1902, les Grecs sont là. Mais pourtant, les grandes églises d'Ainos, les grandes églises byzantines sont des églises du XIVe siècle, sont déjà des ruines. Vous le voyez, il n'y a qu'une seule église qui est transformée en mosquée depuis le XVe siècle, depuis la conquête ottomane, 1456, que M. Bacharan a restaurée actuellement parce qu'elle a été détruite au XXe siècle dans un tremblement de terre. Mais sinon, tout est déjà ruine au début du XXe siècle. On a sur le territoire d'Ainos d'autres points dont les Grecs prenaient encore soin. Et ici, on a une belle église qui devait se trouver au nord de la cité, mais tout cela a été emporté avec les Grecs en 1923. On les trouve en partie au musée d'Alexandropolis, au musée de l'église d'Alexandropolis. Et donc, les églises ont été démolies par la suite. Et ensuite, on a des monuments qui ont été liés
à des cultes de musulmans, comme ce tombe de Yunus Bey, c'est un amiral de la flotte ottomane au XVIe siècle, et donc ces monuments restent encore et nous avons travaillé autour. Je vous disais que grâce à M. Bacharan, Ainos a donné beaucoup de matériel archéologique. C'est un peu moins connu, je pense, parce qu'on n'a pas de publication en français. Il y a quelques articles en allemand et surtout en turc. M. Bacharan a beaucoup publié en turc. Et ces objets peuvent être vus au musée d'Edirne et il est en train de publier et nous sommes en train de reprendre un certain nombre de ces objets ensemble. Monsieur Bacharan, donc vous voyez ici à côté de moi et sur la photo avec deux de ses ouvrages sur Ainos. Il a fait beaucoup pour faire connaître Ainos et pour faire connaître l'environnement et connaître donc les causes de cette prospérité, ensuite de cette chute d'Ainos à travers l'histoire, surtout dans les derniers siècles. Et donc, comme je vous disais, c'est lui qui a invité à Ainos les équipes de géomorphologues et géophysiciens, parce que jusque-là, on avait une approximation, oui, il n'y a pas avoir de lagune, mais on ne savait pas exactement où était le port, comment ça a développé, à quelle époque, etc. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Mais bien avant tout le monde, on a eu des Français à Ainos et donc même des très importants dans l'histoire des recherches sur la ville, parce que le premier qui a pris les longitudes dans le nord de l'Égée et à Ainos même est Choiseul-Bouffier, qui nous a fait une carte donc assez précise qu'on utilise avec les profondeurs dans toutes les lagunes autour de la ville et qui nous donne donc à la fin du XVIIIe siècle des informations très importantes sur les salines et sur la configuration des ports, y compris l'information que déjà les salines étaient plus ou moins fermées et que pour aller avec des bateaux maritimes, il fallait s'ancrer en dehors de la lagune près de la ville, mais qu'on pouvait encore naviguer sur l'Èbre qui a deux bouches ici. L'école française d'Athènes a été présente à Ainos avec des archéologues et c'est vraiment la première référence, disons, archéologique après les voyageurs. Et c'est Albert Dumont donc, qui a vu la ville et qui a commencé à parler donc, des très beaux ports naturels d'Ainos et de ce qui serait pour lui un des plus beaux murs du monde grec existant. Je vais vous montrer, j'ai eu beaucoup d'espoir pour ce très beau mur du monde grec et malheureusement, j'ai été très déçue. Il est très difficile de comprendre le texte de Dumont parce que nous n'avons pas de cartes. Nous avons des cartes ottomanes, nous n'avons pas des cartes avec les mots grecs. Donc, rien que de trouver cette grande lagune qui aurait abrité un port magnifique de la ville d'Hermès, ça a été toute une recherche en soi. Mais j'ai fait confiance à Dumont parce que Strasbourg, au début du XXe siècle, nous dit la même chose, qu'il y a des ports qu'on peut voir facilement et qui expliquent la prospérité d'Ainos. Donc, voyons Ainos. Donc, vous voyez cette presqu'île qui est entourée donc aujourd'hui de lagunes. Et donc, on devait supposer que le port se trouvait soit à Tachaltı, soit à Dalyan-Gölü, soit dans les deux, ou bien dans cette lagune Budurmene. Et en fait, on se rend compte que c'est de Budurmene, de ces petites lagunes, que devaient parler aussi bien Dumont et Hasluk, parce qu'ils ont vu effleurer ces pierres à la surface de l'eau, qu'on les voit aujourd'hui de Google, et on était très convaincus qu'il devait s'agir d'un môle, donc vraiment un port magnifique avec double môle, donc quelle protection, pas loin de la ville, en plus de tous les autres lagunes, on était extrêmement ravis. Et voilà la description. Je me voyais déjà vous faire une communication sur la construction gigantesque. J'étais en pleine mer à l'embouchure de Marita et dont on admire encore les restes qui ont plus de 100 pas de long sur 20 de large. Ce môle assurait la conservation du port d'Ainos et il empêchait une partie de la côte de se transformer en vaste marais. Et il est une des constructions d'utilité publique les plus importantes que l'Antiquité hellénique nous ait laissé. Je me voyais donc en découvreuse de cette magnifique antiquité grecque avant d'aller sur place, donc avec des gens qui ont plongé, des géomorphologues, les archéologues. On a trouvé beaucoup d'encre, donc des traces de pêcheurs, sauf que le problème
c'est que lorsqu'on regarde de tout près, il ne s'agit pas d'un mur. C'est très beau comme mur, mais en fait, c'est la nature qui l'a fait et il s'agit tout simplement de beach rock. C'est un phénomène qui apparaît en marge de la mer qui est souvent prise. Ça s'est passé aussi en Italie du Sud comme étant une muraille. Donc, en fait, tout simplement, c'est la nature qui construit cela. Et c'est vrai que cela protège, mais c'est un gros problème pour les navigateurs de dépasser ces rochers qui effleurent jusqu'à la surface de l'eau. Et en plus, à Ainos, on a deux barres. Voilà. Donc, Dumont, en fait, a pris pour un mur ce qui était seulement une forme naturelle qu'on voit donc très bien de double beach rock à Ainos. Et c'est pourquoi on a besoin de géomorphologues, c'est pourquoi on a besoin de faire cette recherche donc, qui va des cartes à la géophysique, au carottage géomorphologique, à la combinaison avec les sources archéologiques et les textes pour faire une vraie reconstitution scientifique du paysage. C'est pourquoi on a besoin de ces projets. Et c'est de quoi je veux vous parler aujourd'hui. Parce que suite à nos quelques années de travail maintenant, on est arrivé à une proposition de la reconstitution du paysage d'Ainos et de toute l'embouchure de l'Èbre, que vous pouvez voir ici à titre d'hypothèse. Donc, on pense qu'à l'époque néolithique, Ainos était une île, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais qu'après l'arrivée des Grecs, elle était déjà une presqu'île reliée par un isthme qui d'ailleurs s'appelle jusqu'à aujourd'hui sous terrasse ici, donc la terrasse de l'eau. Donc, c'est un isthme qui était assez humide tout le temps dans l'Antiquité, mais où ils ont mis quand même leur nécropole depuis l'époque archaïque jusqu'à l'époque byzantine. Et ensuite, on a la progradation du fleuve. Donc, au moment où les Grecs sont installés, le fleuve était encore très loin, peut-être 20 km à l'arrière, en arrière des terres. Et vers l'époque romaine, le delta progresse, on sent de plus en plus l'influence du fleuve. En même temps, la mer forme des lagunes et on arrive à la situation, donc, à partir du 18e, 19e siècle, où la ville se trouve enclavée par ces marécages. Quelques éléments, donc, d'histoire et des monuments d'Ainos pour comprendre tout cela. On a donc beaucoup de sources littéraires qui nous racontent qu'à Ainos, on a toujours eu une très grande ville thrace depuis l'époque mycénienne, l'époque homérique. Je vous dis tout de suite qu'on n'a pas les traces archéologiques de tout cela et on ne sait toujours pas ce que Pôle-Tumbrie, à la ville de Pôle-Tus, la cité en bois, veut signifier. On a en revanche, depuis le deuxième millénaire, des tessons de la céramique grise thrace qui est en cours de publication. Ensuite, on sait à partir d'Hérodote, et c'est répété par des sources classiques hellénistiques romaines, que Ainos était une fondation des Éoliens, en particulier des Alopéconésiens, donc de Chersonèse, de l'approche chersonèse, mais aussi avec participation des gens de Lesbos, de Mytilène et de Chimée. Cela est sûr et je vais vous montrer tout de suite la confirmation archéologique de la présence éolienne à l'époque archaïque à Ainos. On sait aussi, parce que Xerxès est passé et il a compté son armée à Doriscos, juste en face d'Ainos, probablement que les meilleurs, disons, de son armée sont allés dans la ville d'Ainos, que la ville a été conquise par les Perses et que la domination perse s'est étendue dans la première moitié du 5e siècle. En revanche, Athènes a été très vite intéressée par la ville et c'est ce qui explique, donc on a des inscriptions pour les deux ligues dirigées par Athènes et c'est ce qui explique la richesse extrême du matériel attique dans les métropoles d'Ainos qu'on va vous présenter très brièvement. Donc beaucoup de matériel du 5e siècle, 4e siècle, grosse influence athénienne. Athènes a contrôlé l'embouchure du fleuve par Ainos. Ensuite, ce sont les traces, et en particulier les Odrisses, qui sont impliquées dans l'histoire d'Ainos. Donc, on les trouve déjà par Démosthène, des citoyens d'Ainos impliqués dans des affaires politiques. On sait aussi que les Macédoniens, avec Philippe le II, sont venus à Ainos, et donc la ville est devenue macédonienne vers 342. Il est plus difficile de les voir dans l'archéologie, mais on a des textes qui confirment cela indirectement, comme un périple de Pseudosculax, par exemple, qui raconte l'existence de fortifications sur les collines environnantes, et M. Bacharan le confirme grâce à son expérience de la région. Ensuite, on a plus ou moins toutes les puissances
hellénistiques qui sont passés par là, les Ptolémées, les Séleucides, peut-être même les Attalides. C'est difficile de les voir dans l'archéologie, mais la ville reste prospère avec des découvertes importantes dans les nécropoles. Enfin, les Romains qu'on trouve dans les inscriptions dont Moustapha Sayar prépare le corpus, les Byzantins qu'on voit et les Ottomans qu'on voit vraiment très bien. Deuxième source, après les sources littéraires, qui nous permet de suivre toute cette histoire et de voir l'intensité de la présence humaine, eh bien, grâce aux carottes géomorphologiques, on peut faire de la paléobotanique et de la palynologie et voir donc l'impact de l'homme sur l'environnement. Et grâce à Ludmila Chmielowski, qui travaille à Göttingen, nous avons analysé une de ces carottes et cela nous montre assez bien quand les hommes sont arrivés à Ainos. Et donc, vous voyez ici une carotte qui commence en bas. On a l'âge de 7000 BC, avant Jésus-Christ. Et ensuite, on remonte jusqu'à l'époque romaine et ensuite à l'époque byzantine. Et déjà, quelque chose qui vous attire l'attention. Donc, à la fin de ce graphe, vous voyez les choses en noir, c'est l'impact du charbon. Disons, c'est la pollution de charbon, c'est-à-dire le bois brûlé qu'on trouve dans la carotte. Et donc, vous voyez qu'il y a un pic très important en 800 avant Jésus-Christ. C'est les Grecs qui sont venus, qui ont brûlé les forêts et qui ont commencé à faire du feu pour se chauffer et pour faire la cuisine, bien évidemment. Ils ont brûlé les forêts probablement aussi pour faire des pêcheries dans la région, pour faire des champs pour cultiver ou pour ouvrir à l'élevage des animaux. Et vous voyez que le pic qui baisse légèrement au début de l'époque romaine s'installe durablement et devient très fort à l'époque romaine quand effectivement on a brûlé beaucoup de bois. On a des modifications importantes de la végétation méditerranéenne à Ainos qui nous indiquent, alors que l'archéologie manque, par exemple pour l'époque néolithique, je vous parlais de tout ce problème de voir les traces à Ainos, oui, cette ville en bois des Poltumbria, eh bien on ne l'a pas avec l'archéologie, mais on la voit grâce à la palynologie, parce que depuis le néolithique, on voit les traces des cultures que l'homme a cultivé les champs. Et donc, on a ces espèces qui autrement ne pouvaient pas se trouver là-bas. Donc traces d'agriculture, et aussi, on le voit donc aussi bien pour les espèces des plantes terrestres, pour ce que l'homme a cultivé, mais indirectement aussi pour ce qu'on trouve les espèces de plantes qui vivaient dans l'eau, parce que l'impact humain mène à une dégradation des sols et à une eutrification des lagunes, et donc la datation de ces couches où on trouve une détérioration de l'environnement naturel nous montre la présence de l'homme, donc plus ou moins à partir du néolithique, présence humaine au chalcolithique et une intensification de la culture à l'époque grecque, et ensuite vraiment on peut parler de pollution à l'époque romaine, et grosse pollution, ce sont des résultats qu'on n'a pas ici mais qui viennent cette année, grosse pollution à l'époque ottomane avec production de céramique, etc. Je vous disais qu'Ainos c'était une île, donc à l'époque du néolithique, et que en fait il faut considérer cela en lien avec un des plus importants sites néolithiques qui se trouve seulement à 2 km d'Ainos. C'est un site qui a été découvert par l'épouse de M. Bacharan et donc qui a été fouillé par Mehmet Özdoğan et qui s'est révélé être la plus grande fortification néolithique. Donc, on est au 7e millénaire avant Jésus-Christ de l'Europe du Sud-Est. Très gros site fortifié, donc, et qui a une influence, on le voit tout de suite, je vais vous le montrer, sur Ainos. Voilà donc une image de ce site fortifié, gros matériel néolithique qui se trouve au musée d'Edirne, donc Mehmet Özdoğan, fouilleur, donc à partir du 7e millénaire avant Jésus-Christ, et le site va jusqu'au 4e millénaire avant, 4e, 3e millénaire avant Jésus-Christ, couvrant tout le néolithique et le début du chalcolithique. Pourquoi je vous parle de ce site néolithique alors que je vous ai dit qu'on n'a pas de traces claires, on n'a pas de céramique néolithique à Ainos trouvée jusqu'à présent? Parce que nous avons voulu comprendre si Ainos a été ou pas une île. C'était une hypothèse déjà par Choiseul-Bouffier. Il dit quand on regarde ce site, on se dit que dans l'Antiquité devait être une île, etc. Et on a fait de la géophysique et de la géomorphologie pour voir comment une île devient une presqu'île et est-ce que les hommes ont eu quelque chose à faire, à quelle époque, etc. Donc voilà nos profils exactement sur cet isthme qui est maintenant coupé par un canal, mais c'est un canal construit au XXe siècle par les Turcs pour rafraîchir l'eau dans cette lagune qui rendait malade tout le monde et rendait la vie impossible donc à Ainos. Donc on a ici ce canal construit au XXe siècle, mais
quand est-ce que ce tisme ici s'est-il formé et est-ce que les hommes ont eu quelque chose à faire? Tout d'abord, quand on a fait la géophysique, vous voyez ici des profils géoélectriques. Quand c'est du bleu, c'est que le courant passe vite. Donc, c'est des couches où il y a de l'eau. Ça signifie, oui, on voit qu'il y a pas mal de bleu en dessus du rouge. Donc, on peut supposer qu'il y a eu une île. Donc, c'est pas très compliqué de prouver que dans l'Antiquité, ou en tout cas avant l'arrivée des Grecs, Ainos s'était coupé et que ce tisme n'existait pas. Sauf que, comme toujours dans la recherche, quand on croit qu'on est près du but, on fait la carotte pour prouver que notre Ainos a été une île comme tout le monde l'a cru et donner la datation. Les choses se compliquent. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette carotte? On voit donc ce dépôt anthropique. On commence avec le premier mètre, on va en 10 mètres de stratigraphie. On voit donc un dépôt anthropique avec des tessons, etc. On est dans une zone donc, qui, depuis l'époque archaïque, comme je vous disais, était couverte par des nécropoles. Et ensuite, on a des couches noires qui sont des dépôts lagunaires. On les voit ici vérifiés par la paléozoologie, donc par des petits micro-organismes qui vivent dans les milieux des lagunes, des mers, etc. Sauf que la surprise vient au 7e mètre pour la première formation de l'isthme. Et on trouve, c'est ce que vous voyez ici avec cette couche jaune dans le 7e mètre. Quand on regarde avec la paléobiologie, on voit que dans cette couche, il n'y a absolument aucun organisme lié à l'eau. Donc, c'est une couche complètement terrestre. Et ensuite, elle superpose d'autres couches marines, vous la voyez ici. Donc, voilà. D'où vient cette couche terrestre? Est-ce qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle? Quand on fait de la géochimie, de la paléobiologie, on peut se demander, mais le problème, c'est que cette couche n'est pas liée à quelque chose qui se trouve à côté dans la région. Donc, la seule réponse, c'est que cela a pu être apporté seulement par les hommes. Donc, cet isthme a été construit à l'époque néolithique. La datation carbone 14 nous donne 5500 avant Jésus-Christ, donc 7500, ce qui nous fait, ça serait le premier, disons, le plus ancien attesté isthme construit, et on pense que cela a dû être construit par les gens de Ocha-Chechme. Évidemment, pour pouvoir soutenir cela, on doit calculer le niveau de mer à l'époque et comprendre que tout cela passe bien avec la croissance progressive des niveaux de mer. Mais dans tous les cas, on peut dire qu'Ainos a été une île à l'époque néolithique, que les gens de Ocha-Chechme qui vivaient sur une colline où il y avait de la bonne eau à boire, aller à Ainos pour faire de la pêche. On a trouvé pas mal de coquillages, etc., dans leur fortification. Et pour passer plus facilement, ils ont construit, ils ont mis de la terre qui ensuite a été parfois couverte de l'eau par la lagune. Et ensuite, quand les Grecs sont venus, ils ont entretenu cet isthme sec pour vraiment avoir un accès continu, mais en même temps facilement détachable de leur presqu'île. On est arrivé donc à l'époque grecque avec les éoliens. Je vous disais donc à partir d'Hérodote, les sources littéraires nous rappellent qu'il s'agit d'une colonie éolienne. Et M. Bacharan a trouvé à côté de cette acropole de la ville donc des chapiteaux éoliens du 6e siècle avant Jésus-Christ qui prouvent bien que ce sont des gens donc de Mytilène ou de Chersonèse, mais des gens qui avaient des goûts éoliens à Ainos. Maintenant, on a des sources littéraires qui nous informent que les Thasiens, donc des Ioniens, auraient eu une tentative de colonisation à Ainos. Cela vient de Denis de Byzance. Il est possible qu'on ait plusieurs couches, mais dans tous les cas, l'identité éolienne persiste. À l'époque romaine, pour l'époque romaine, nous avons des inscriptions, dont certaines liées à un culte probablement de Rome et de la famille impériale. C'est une inscription qui a été trouvée dans les murs, disons, d'époque byzantine et ottomane de l'acropole. Monsieur Bacharan a trouvé lors des fouilles de sauvetage dans la ville, cette maison romaine avec une mosaïque qui est bien datée par les monnaies avec une destruction au IIIe siècle après Jésus-Christ, donc les invasions qu'on connaît bien à Athènes. Évidemment, on a des sources littéraires qui montrent qu'Ainos devait se trouver encore à une sorte de carrefour, comme on le voit sur la table de Pétanger. Mais quand on va à Ainos aujourd'hui, on voit, comme je vous disais, surtout l'époque byzantine et l'époque ottomane, avec le passage entre les deux qui est assuré par la famille génoise des Gatelluzzi, parce que Ainos a été prise par Mehmed II, non pas par la guerre, mais elle a été donnée en fait par la famille des Gatelluzzi qui se trouvait dans la ville depuis 150 ans. Et il y a eu une mésentente dans l'héritage de cette famille, donc la dernière descendante a invité le sultan
et a donné la ville. Il est très difficile de faire de l'archéologie à Ainos à cause de ce mélange d'époques et il n'y a pas eu un respect extraordinaire pour le patrimoine, on peut dire. Et donc, quand on voit sur l'acropole de la ville, on voit cela, donc des couches et des modifications de reconstitution. Le monument le plus important, qui vient d'être restauré maintenant par M. Bacharan, est la mosquée Fatih, qui apparaît dans la bibliographie comme une grande église byzantine du XIIe siècle, qui serait appelée Hagia Sophia. Déjà, Aslouk dit qu'il ne devrait pas s'agir d'une Hagia Sophia, mais peut-être d'un Saint Constantin, une église Saint Constantin. Ce qui est sûr, c'est qu'en dessous des fondations, M. Bacharan a vu des murailles classiques, donc probablement se trouvait là-bas un temple très important de la ville, mais on n'a aucune information sur ce temple classique en dessous de l'église du XIIe siècle. Et vous voyez maintenant donc la forme de l'église ici, reconstituée. Donc, l'église a été transformée en mosquée depuis 1456 et elle est restaurée maintenant. S'il y a quelque chose d'antique à Ainos, cela se trouve toujours sous la terre. Donc, on n'a pas de monument antique en élévation, mais il faut toujours chercher dans les grottes, dans l'aménagement souterrain de la terre. Et donc, vous avez ici une cave que M. Bacharan a fouillée sur l'acropole, donc qui a été excavée dans le rocher. Et c'est d'époque classique et hellénistique. Vous voyez ici un canthare, donc au vernis noir attique, masque de satyre, des amphores. Donc, il s'agissait d'une cave avec un petit endroit donc, consacré au dionysisme, disons cela à l'époque, entre la fin de l'époque classique et l'époque hellénistique, et évidemment cela nous rappelle l'évocation de Kalima, qui est quelqu'un qui a plusieurs choses à dire sur Ainos, probablement parce qu'il est passé par là, à propos de la culture des vignes qui devait se trouver dans le territoire d'Ainos. On a d'ailleurs des informations aussi sur les monnaies, et que les gens d'Ainos, il y en avait au moins un certain Ménécrate, qui abusait un peu du vent et donc qui en est mort à la suite de cela. Maintenant, il n'y a pas de vigne de côté d'Ainos, il y a un peu plus loin, de côté vers Uppsala, mais avec les géographes, on peut reconstituer les terrasses, on peut apercevoir les traces des terrasses viticoles qui ont existé jusqu'au XXe siècle. Un autre monument, si on peut dire, mais encore une fois, excavé dans la terre, parce qu'il n'y a pas, comme je vous disais, d'antiquité qui s'élève au-dessus de la terre. Et ce qui est de plus célèbre, disons, à partir de Syriac d'Ancône, une grotte de Pan, et dans laquelle il y a un relief que vous voyez ici qui est assez mal conservé, mais on peut supposer qu'il y a des nymphes et pans, et qui a été réutilisé à l'époque byzantine. On a des fresques, en particulier plusieurs fresques représentant la Vierge. Cette année, nous avons fait un projet de photogrammétrie et nous avons pu documenter par ma collègue Frédéric Marchand-Boulieu pour la première fois la grotte, et nous avons donc pu faire le plan de la grotte pour la première fois avec un modèle tridimensionnel et des photos de très bonne qualité pour pouvoir étudier la succession. Donc, on suppose qu'il s'agit d'un lieu de culte donc, qui a été installé à l'époque classique. Donc, on est dans le 5e, 4e siècle, quand Ainos était sous domination, disons sous influence, qui était membre des ligues déliennes, donc sous influence athénienne, d'où un relief donc avec Pan. Que par la suite, donc, il est resté un lieu de culte. À l'époque byzantine, il est transformé dans une chapelle en lien avec la Vierge. Et aussi, ensuite, vous voyez ici dans le plan des tombes qui ont été creusées, certainement d'époque byzantine ou génoise. Nous devons encore dater au carbone 14 les éléments que nous avons pu prélever pour faire l'histoire de cette grotte de Pan. Donc, vous voyez ici le plan, une recherche assez difficile, mais qui pourrait nous permettre de dire quelque chose sur donc, le plus ancien monument. Et vous voyez ici dans quel état sont les fresques. Monsieur Bacharan a fait déjà des restaurations et nous essayons donc de reconstituer le programme iconographique. Il y a, je pense, au moins 2 programmes iconographiques superposés. Et vous voyez donc ici une Théotokos, une Marie avec l'enfant Jésus, et d'autres scènes qu'on peut associer à Ayatliada, etc. On peut entrer dans les détails. Mais à l'époque la plus ancienne donc de cette grotte,
On peut relier une autre sculpture qu'on a trouvée par ailleurs à Ainos, donc Pan et les nymphes, donc 4e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit donc d'un lieu de culte d'époque classique lié à Pan, et donc cela nous fait penser évidemment aux Athéniens, à Marathon et l'importance du dieu Pan à cette époque où Ainos était sous l'influence athénienne. Maintenant, jusqu'où allait la ville? Est-ce qu'on a des murs et est-ce qu'on a des nécropoles? On a des informations littéraires plutôt sur le mauvais état dans lequel devaient se trouver les murailles de la ville, et donc on peut lire à Procope, etc. Donc la question c'est, est-ce que les murs antiques de la ville étaient autour de cette acropole, donc de cette colline, ce qu'on voit aujourd'hui grâce aux réfections byzantines et surtout ottomanes, ou bien la ville s'étendait bien au-delà et on a d'autres murailles. Et pour faire cela, donc les collègues géophysiciens de l'Université de Kiel ont fait des prospections dans toute la zone à la recherche des ports et donc des limites du territoire urbain. Et ils ont pu avoir trouvé, grâce aux recherches magnétiques et électriques, les murs de la ville. Donc on est ici sur le côté ouest, donc devant cette grande lagune qui devait être maritime, donc jusqu'à l'époque ottomane. Ils ont trouvé donc des traces, comme vous voyez ici, qui pouvaient correspondre par la forme à une muraille hellénistique en zigzag. Les collègues géomorphologues ont fait des carottes et on pensait que peut-être cela peut prouver l'existence donc d'une muraille. Mais le problème, c'est que déjà dans les carottes, on voyait que dans la supposée muraille hellénistique, tout le matériel qu'on pouvait récupérer jusqu'au premier contact, donc à 3 mètres de profondeur à partir du niveau actuel, tout le matériel qu'on récupérait était tardo-antique. Et carotté dans une muraille hellénistique, ce n'est pas si facile que ça, donc ça posait un problème de dire que d'après la forme, c'est une muraille hellénistique, donc on pouvait penser, mais peut-être fin d'époque classique, Philippe II ou époque hellénistique, et ensuite ne trouver que du matériel tardo-antique. Et nous avons pu donc ouvrir donc l'hypothèse, c'était peut-être que c'est quelque chose Philippe II, comme Messembria zoné, peut-être on a quelque chose, pourquoi pas, Samothrace a été fortifié au 5e siècle, pourquoi on n'aurait pas cela à Ainos? Et c'était une volonté depuis longtemps de M. Bacharan aussi, et j'ai toujours voulu faire une fouille pour voir cette fortification, qu'est-ce qu'il y a d'hellénistique ou de tardo-classique ou hellénistique à Ainos. Et on a fait cette fouille cette année, et comme on le voyait dans les carottes, en fait, aussi bas qu'on a pu aller, c'est du matériel tardo-antique et malheureusement du matériel qui n'a strictement rien à voir avec une fortification. Donc, à ce moment-ci, on ne sait pas d'où vient cette trace. Les géophysiciens considèrent qu'il s'agit quand même du trajet d'une muraille qui peut être tardo-classique hellénistique. Mais du point de vue archéologique, on n'a pas le moindre bloc, au moins, c'est-à-dire dans ces constructions, on a du tardo-antique, ensuite on a du byzantin, on a des maisons ottomanes de pêcheurs qui ont habité au bord de la lagune, mais il n'y a pas le moindre bloc dont on puisse dire, voilà un bloc de muraille hellénistique. Ça donne une idée du niveau de destruction du patrimoine à Ainos, où rien ne reste en place. C'est vraiment difficile. Heureusement, ce qui reste en place sont les nécropoles qui ont été fouillées par M. Bacharan, et je vais vous montrer enfin quelque chose de sympathique grâce à lui. Donc, ces nécropoles sont groupées sous 3 noms, évidemment, en fonction des lieux modernes, mais il faut imaginer qu'à l'époque antique, évidemment, les tombes étaient mises aux portes de la ville et le long des chemins. Donc, on a ici le chemin qui va vers Istanbul aujourd'hui et le chemin qui va vers Uppsala le long du fleuve, et tout au long de ces chemins, M. Bacharan a trouvé plusieurs groupes de tombes. Rien n'est facile à Ainos, et vous voyez un peu dans quelles conditions M. Bacharan a fouillé pendant quelques décennies des tombes. C'est de la récupération en fait du matériel qui vient de différentes époques. C'est très aggloméré. C'est comme les nécropoles, si vous voulez, de Clazomène, où on a aussi à Abder. C'est vraiment, tout est cassé, tout vient l'un sur l'autre, et surtout la nappe phréatique est là. Elle n'était pas là à l'époque antique, ou en tout cas pas à tel point. Pourquoi? Parce que le niveau des mers n'arrête pas d'augmenter, donc ça monte à peu près 1 mètre par millénaire. Et aussi le canal qui coupe maintenant l'isthme, que vous voyez ici, il n'a été construit qu'au XXe siècle, il apporte de l'eau. Donc à l'Antiquité, ce n'était pas très sec, mais ce n'était pas non plus dans cet état. Donc ils ne mettaient pas leurs morts exactement dans le marécage. Dans tous les cas, dans ces fouilles difficiles, M. Bacharan a trouvé des tombes de toutes les époques qui vont de l'époque archaïque
jusqu'à l'époque byzantine, des tombes très riches avec tous les cas de figure, tout type de tombes en incinération et d'animation, avec la plus grande diversité de dépôts et de formes. Donc, de la simple animation, comme vous voyez ici dans la terre, avec du matériel très diversifié, donc à partir du Corinthien, du 7e siècle, de l'époque de la colonisation. Donc, il a touché à la première génération, disons. Intéressant, comme je vous disais, parce qu'à Ainos, on peut faire des bons vases, on a de l'argile. Depuis la première génération, ils ont pu imiter les vases corinthiens et orientalisants, donc ils ont fait de la céramique locale. Ensuite, on a dès le début, évidemment, cet héritage éolien qui vient d'Asie mineure avec la tradition des formes, comme ce vase, disons, en dépasse du 7e siècle avant Jésus-Christ. Dans ces tombes, il a trouvé donc des sarcophages, ou bien en pierre, ou bien en terre-cuite, on va parler tout de suite, avec des protomées, comme on les connaît ailleurs, au nord de la Grèce. Mais ce qui est très important à Ainos sont ces sarcophages donc, réalisés sur place, dans l'argile, avec une peinture spéciale. D'autres types de tombes, donc dans des amphores, dans des pitoïs, dans toutes sortes de cystes, avec, comme je vous disais, un matériel très diversifié de tout type de matériel, donc corinthien, de Grèce de l'Est, ensuite beaucoup de matériel attique à partir du 6e, 5e siècle, y compris, on va voir tout de suite quelques hydries assez intéressantes, matériel donc orientalisant avec copie sur place. Coupe attique, ionienne et attique à partir du 6e siècle, amphore, donc 6e siècle, attique, bon matériel attique, figure rouge ou des hydries, grande richesse, donc des sites ou de matériel de verre, peut-être de Rhodes ou de l'Est de la Méditerranée. Et des choses un peu plus intéressantes, un peu plus particulières, disons, qu'on y vit ensemble, comme ces deux coupes attiques que nous datons du milieu du 6e siècle et disons, 540-530 avant Jésus-Christ, sur lesquels, comme vous voyez, on a des dipinti. Et c'est très intéressant, ce sont des dipinti qui nous disent quelque chose. Et donc, on a ici quelques vers, 4 vers plus exactement de ce que j'interprète comme une sorte de poésie, de chansons de banquet attique, donc au 6e siècle, non attestées par ailleurs, qui sont arrivées donc, dans une tombe de femmes à Ainos en dépôt secondaire. Et si on essaie de lire ces inscriptions, donc on voit quelque chose, par exemple, sur une comme Allo logo la lo e plal. Donc voilà, on voit beaucoup et on dit quelque chose comme je babille un autre parler ou je réponds en babillant. Donc on n'a plus trop et voilà, on fait des jeux de mots avec l'assonance. Ou bien alge sozo opsi eloyo, donc je suis sauvée de malheur au moment où je vois un enfant, un eloyon, un jeune, voilà, un jeune garçon très sautillant, ou bien sur l'autre coupe, un peu plus masculin, un peu de guerre, c'est saké, autant de cadavres que des boucliers, donc on se rappelle un peu cette poésie archaïque du 6e siècle de guerre, élégie de guerre, ou bien quelque chose un peu plus difficile à comprendre comme Neainias, Keles moi quelque chose comme Ainoi Neainias Keles moi les ordres terribles du courage, c'est-à-dire il faut que l'homme qui est courageux, qui est jeune, aille à la guerre. C'est terrible, mais il faut le faire. Une deuxième découverte intéressante dont je voudrais vous parler et qui montre encore une fois l'influence athénienne, il s'agit de ces tombes où il y avait un grand gaillard que vous voyez ici avec du matériel attique à côté de lui, un lessite et 3 petites assiettes qui n'ont pas de vernis noir, mais on les trouve aussi à Athènes sans vernis. Et donc ce gaillard se trouve dans un très beau sarcophage fabriqués à Ainos. Donc, il s'agit de ces sarcophages de tradition clazoménienne, on dit, parce qu'on en a trouvé beaucoup à Clazomène, mais à Clazomène, ils sont du 6e siècle, à Ainos et à Abdère et jusque
En Macédoine, on les trouve au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais à Ainos, on en a le plus et avec la plus grande variété. Donc, une tombe qui doit dater dans la deuxième moitié du 5e siècle, on pense vers 430 avant Jésus-Christ, d'après l'usage du lécite et des petites assiettes. Une tombe donc dans laquelle le sarcophage, vous voyez ici un dessin qui permet un peu de comprendre ce qui se passe. On a des scènes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'agit d'une scène qui rappelle l'Orestie, c'est-à-dire on a Oreste en train de tuer sa mère et Pylade en train de tuer Égiste, alors que les sœurs d'Oreste sont en train de regarder, on a Chrysothémis et Électre. Et Oreste a une dame derrière lui qui tient la main sur l'épaule et cette dame s'appelle Érunis. Chaque personnage est identifié par une inscription en caractère vraiment qui date de la deuxième moitié du 5e siècle. On est comme à Athènes. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que les gens d'Ainos connaissaient ce qui s'est passé sur la scène attique, qu'il s'agit d'Échille, donc de l'Orestie d'Échille, 458, ou plutôt à l'époque où devait se trouver ce sarcophage, où ce sarcophage a été fait. Donc, on pense dans les années 430, 420. On parlait exactement de cette Orestie et du lien avec la Thrace, par exemple, dans le cube d'Euripide. Donc, c'est un sujet tragique joué sur la scène athénienne connue à Ainos. Je passe très vite parce qu'il y a beaucoup d'autres découvertes dans les deux autres nécropoles de la ville. Donc, une nécropole, comme vous voyez, donc on a parlé d'une nécropole de Soutérase ici, sur cet isthme. Ensuite, on a des nécropoles ici, donc à la limite orientale de la péninsule, Tachaltı, la nécropole Tachaltı, la première que M. Bacharan a fouillée avec son professeur Herzen, donc avec aussi une très grande diversité des tombes à partir de l'époque classique et jusqu'à l'époque byzantine. Donc, vous voyez des monnaies, des objets en toutes sortes. Et un peu plus loin, le long de la ville, une autre nécropole de Çakılık qui a livré un matériel attique très intéressant, donc un lion funéraire, par exemple, ou des très belles hydries d'époque classique en bronze, donc qui montrent la richesse de ces gens. Pour l'époque macédonienne, et on est ici à la première génération après Alexandre le Grand, on a quelques tumuli qui ont été fouillés par M. Bacharan et je vais mentionner seulement celui de Çataltepe parce qu'il présente un cas intéressant. C'est un tumulus qui a été construit, donc on est ici à l'extrême fin du IVe siècle avant Jésus-Christ pour deux personnes. Donc vous voyez ici, il y a deux sarcophages en pierre. Avec couvercle, mais c'est un tumulus qui n'a jamais été utilisé. Il a été abîmé par un tremblement de terre juste au moment où il était presque prêt, c'est-à-dire on a préparé la mise de la peinture à l'intérieur de la chambre, mais il n'a jamais été peint. Donc, il s'est écroulé, comme quoi on faisait aussi des erreurs. Donc, il est resté dans l'état. M. Bacharan l'a fouillé et restauré. Vous voyez ici la chambre funéraire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à côté de cette chambre funéraire écoulée, on a fait quand même un tombeau dans les alentours, on a trouvé aussi une monnaie du IVe siècle, mais ce tombeau, donc, qui est une personne qui probablement n'était pas là, on ne sait pas pour qui a été faite cette chambre. Donc, une seule personne a été enterrée ici, dans ce sarcophage qui est moins bien fait que les deux autres qui n'ont pas été utilisés. Et la datation de ce petit vase, selon les publications d'Athènes, nous donne une date à la fin du IVe siècle, donc vers 300, pour cette inhumation secondaire. On a d'autres tumuli à Ainos, mais je vais vous parler seulement de celui qui est le plus célèbre aussi bien dans la littérature que dans les sources littéraires, parce que depuis Pline l'Ancien, on en parle, au 1er siècle après Jésus-Christ, on en parle sans savoir de quoi on parle jusqu'à aujourd'hui, parce que ce tumulus a gardé tous ses mystères devant toutes les techniques géophysiques, etc. Donc, c'est le tumulus de Polydore. Polydore, dans la mythologie, c'est le dernier fils du roi Priam de Troie, donc encore une fois, les liens avec la Troie, l'Éolide, d'Ainos, qui aurait été envoyé auprès d'un roi Thrace avec tout le trésor de Troie. Et le roi Thrace, évidemment un barbare méchant, a tué l'enfant et il aurait fait ce beau tumulus qui domine le port ancien de la ville. Le problème, c'est qu'on n'a jamais trouvé une chambre funéraire dans ce tumulus et nos collègues géophysiciens ont tout essayé, mais apparemment, il n'y a pas de chambre à un endroit. Vous voyez ici, c'est
désespérément vide. Voilà, donc de quoi s'agit-il? Pline l'Ancien pensait que c'était, ou ses sources en tout cas pensaient que c'était le tumulus de Polydore. S'agit-il d'une base de monument qui devait dominer le port d'Ainos, parce que je veux montrer comment on a trouvé que finalement le port le plus ancien était ici, ou faut-il chercher plus profondément en dessous du tumulus? On ne sait pas pour l'instant et on ne peut pas répondre à ces questions. Et je vais finir donc avec la question des ports et de ce que nous avons pu apporter après les recherches de M. Bacharan sur les nécropoles, donc ce qu'on a apporté nous avec les textes, la géoarchéologie, la géophysique. Les ports, on sait qu'à l'époque ottomane, donc on a ici une carte qui illustre des manuscrits de Pir Reis, on a eu un port dans cette grande lagune à côté de la ville d'Alian Gölü. La question était, est-ce qu'on n'a jamais eu un port encore plus à l'intérieur des terres, mieux défendu dans cette tâche Gölü, et à quelle époque et comment cela a fonctionné. On a commencé donc avec Dalian Gölü, aussi parce que ce monument, donc cette petite église d'époque de la haute époque byzantine probablement, qui est maintenant considérée comme le tombeau de Hasunus Bey, indiquait peut-être qu'il y avait une activité portuaire, donc confirmée aussi par les sources ottomanes dans le Dalian Gölü. En plus, nous avons des fortifications portuaires que nous avons du mal à dater, mais il y a une inscription datant des Gateluzzi dans une tour ici. Donc, vous voyez, il y a la citadelle, donc ça c'est la ville, la péninsule, donc on est à l'extrémité ouest, et on a des tours avec des murailles qui protègent ce port, donc au moins depuis l'époque des Gateluzzi, c'est-à-dire 14e, 15e siècle après Jésus-Christ. La question c'est à quelle époque il y a eu le port ici. Voilà ces fortifications dont on ne sait pas dater très bien la première couche, mais qui ont été déjà refaits au XIVe siècle par les Gateluzzi. La zone est bonne pour imaginer que le port a pu exister là-bas. Aslouk en parle et donc j'avais trouvé ce texte du VIe siècle de Agatias qui parlait déjà d'un port qui existait à l'ouest de la ville d'Ainos, par où les gens ont pu envahir Ainos, le prendre et pouvoir combattre les Byzantins qui s'étaient retirés vers Chersonésus. Donc on est en 559 après Jésus-Christ. Il y a un port, dans tous les cas, c'est ce côté ouest de la ville. Quand on a commencé à le chercher avec la géomorphologie, on a mis beaucoup d'années parce qu'on n'arrivait pas très bien à trouver le bassin portuaire, la situation étant extrêmement complexe. Je passe vite, donc beaucoup de carottes qui nous montrent qu'ici il y a une plateforme. Et donc, on a enfin trouvé le bassin portuaire. Et pour faire très court, dans les 2 dernières années, 2019 et cette année, en combinant avec la géophysique, nous avons pu remarquer que le bassin portuaire depuis l'Antiquité tardive, à l'époque byzantine, à l'époque ottomane, jusqu'au XVIIIe siècle, au moins jusqu'à Choiseul-Gouffier, a bien été là-bas, car Ainos avait un très grand port de très bonne qualité dans ce Dalian Gölü. Donc, nous avons des carottes qui le prouvent et qui le datent. En ce moment même, les sédiments sont dans le laboratoire de carbone 14. Vous voyez ici comment ça se présente le port actuel. Et ici, derrière moi, c'est l'acropole d'Ainos, donc grand port occidentale de la ville. Je rêvais d'un parallèle avec Thasos. Je rêve beaucoup et la réalité est moins favorable que ce que je ne rêve parce que grâce à une fouille qu'on a faite vraiment cette année, donc jusqu'au mois d'octobre, en bas de cette tour, et ensuite à des carottes qu'on a fait, y compris dans la fouille, pour aller au-delà de la nappe phréatique et près de la fouille, on a trouvé que ici la côte ne s'est formée qu'à l'Antiquité tardive et à l'époque byzantine, donc le port antique n'a pas été ici. Toute la stratigraphie s'arrête à l'époque de l'Antiquité tardive. Donc un grand port, mais seulement à partir du VIe siècle, avec datation des carottes, en particulier XIIe siècle, un grand aménagement de toute cette zone, donc grande installation à l'époque byzantine du port, peut-être construction de quelque chose comme ces murs, en tout cas, et tours reconstruites au XIVe siècle, et encore grosse présence ottomane. Dans la fouille, on a trouvé beaucoup de fragments d'ateliers de poterie d'époque ottomane. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque ottomane, comme vous savez, on a cette céramique glazurée, donc comme à l'époque byzantine, mais encore plus. Et bien, cette glasure, on la trouve dans les analyses chimiques des carottes. Et elle a empoisonné tout simplement la lagune qui se trouvait devant le port. Donc, on a ici d'autres causes de la mauvaise santé des gens d'Ainos dont nous font état les voyageurs. Donc, port ottoman, confirmé aussi par la fouille. Voilà
une fouille avec une fosse septique et voilà, assez décevant parce qu'on est allé seulement jusqu'au Byzantin et la carotte nous confirme que la côte elle est tardo-antique byzantine, donc on ne pouvait pas espérer ici trouver un port archaïque. Que faisons-nous? On va vers la lagune qui est plus à l'intérieur de la ville, Tachaltu, là, on a un indice très intéressant, cette grande église du XIIe siècle qui est fouillée par Stéphane Carl Bizet, donc qui a été fouillée par M. Bacharan et l'étude a été reprise par Stéphane Carl il y a beaucoup d'années. Et donc, au bord de cette lagune, on avait vraiment voulu trouver le port et effectivement, les collègues allemands ont beaucoup cherché. Avoir une église à côté d'un port nous fait penser que peut-être dans l'Antiquité, il y avait aussi un temple dans les alentours, mais rien n'est temple à Ainos. On n'a pas de traces de temple sous l'église. On a des traces d'enfaits, des cultes des eaux. Je pensais à un temple parce que Callimaque nous raconte l'histoire du temple de ces dieux Hermès d'Ainos dans une yambe et nous dit que la statue d'Hermès est venue par la mer, que les pêcheurs l'ont prise et l'ont amenée sur le rivage, que là devrait y avoir un hôtel d'Hermès et ensuite il y a un grand temple d'Hermès qui apparaît sur les monnaies, vous voyez ici sur monnaie hellénistique, donc un trône d'Hermès avec un Hermès. Voilà, où se trouve tout cela? Donc peut-être dans cette région, peut-être au-dessus de cette église byzantine où il ne reste absolument rien. Dans tous les cas, encore cette année, après beaucoup d'années de recherche, on a réussi à trouver enfin un indice comme quoi le bassin portuaire pouvait se trouver là-bas et qu'il y avait un aménagement de ce bassin portuaire. Parce que vous voyez ici, les collègues allemands, dans le projet qui a fonctionné jusqu'en 2017, ont fait beaucoup de carottes, mais malheureusement, ils n'avaient pas réussi à trouver d'indices archéologiques sur la profondeur d'eau permettait un port dans cette lagune donc bien abritée, mais sans traces archéologiques d'un môle ou de présence des navires. Évidemment, c'est difficile de dire qu'un point d'ancrage est vraiment le port le plus important d'une ville, en plus qui a contrôlé tout le trafic maritime de la région. Vous connaissez aussi à l'époque romaine ces célèbres inscriptions des noms clairs, etc. Pour faire très court, donc on a trouvé aussi des canaux d'eau, on a eu pas mal de pistes fausses parce qu'il s'agit d'évacuer tout simplement de l'eau qui se trouve sur ces terrasses. On a essayé de dater la fermeture des lagunes et on a vu que la fermeture est ottomane, donc le port restait possible. Et c'est finalement la dernière carotte qu'on a fait cette année qui nous a permis au dernier jour de frapper la première installation archéologique de ce port de Tachaltu. On la voit ici à partir du 3e mètre et du 4e mètre. Donc, on a un mur qui protégeait le port et qui doit de toute évidence être au moins d'époque romaine. Donc, voilà, on peut dire maintenant le port le plus ancien d'Ainos dans cette lagune. C'est donc ici que s'est passée l'histoire, le meilleur de l'histoire antique. Et je finis, parce que j'étais trop longue, je suis désolée, avec ce qu'on essaye de faire maintenant qu'on sait qu'il y avait deux ports donc, qui ont fonctionné peut-être à l'époque tardo-antique et début de l'époque byzantine jusqu'au XIIe siècle en même temps, mais dont un temps était toujours plus important que l'autre. Il faut dire que la ville a d'autres points d'ancrage aussi au nord, à l'ouest, comme c'était une ancienne île, donc on pouvait mettre son bateau, mais pas très protégé par des vents. La question, c'est comment ça fonctionnait en rapport avec les autres sites qui ont été fondés, surtout à partir de l'époque romaine, donc, mais aussi à l'époque hellénistique, déjà tardo-antique, le site de Doriskos. Donc, on sait qu'au 5e siècle, Doriskos, c'était seulement une plaine où Xerxès a pu compter son armée. Mais au 4e siècle avant Jésus-Christ, Chrysa Karadim a trouvé la ville d'Ainos avec Grégory Tsokas et a trouvé aussi une monnaie frappée au 4e siècle à Doriskos. Donc, comment Ainos fonctionnait en rapport avec cette ville, comment elle fonctionnait en rapport avec la ville de Traianopolis et comment tout cela allait ensemble au moment où le delta du fleuve progradait, allait vers la mer. Eh bien, on a des informations comme quoi on avait des ports dans le territoire d'Ainos. C'est une information, c'est dans Pline l'Ancien, un port tous Stentoris, donc qui aurait précédé la ville d'Ainos en descendant le fleuve. Et nous pensons que nous avons un bon candidat, ou deux peut-être, mais un encore mieux, dans une lagune qui se trouve au nord de la ville, dans une réserve naturelle où nous souhaitons faire des fouilles après avoir fait des prospections
archéologiques et géophysiques et des carottages dans les années précédentes. Ce site que vous voyez ici est assez pittoresque. Il y a une voie romaine qui longe le fleuve actuel, donc qui devait longer la côte maritime dans l'Antiquité. Et on a trouvé avec de la géophysique qu'il y a des bâtiments. Donc, c'est une station qui se trouvait sur cette route longeant la côte maritime et ensuite du fleuve et où on pouvait avoir ce port Saint-Oris, d'où les gens pouvaient passer en bateau parce qu'il n'y a pas eu de pont à l'époque de l'Antiquité. Donc, d'Ainos, du territoire d'Ainos que vous voyez ici, vers le territoire de Doriskos et de Traianopolis, Loutros actuellement en Grèce. Donc, plusieurs points de passage et il faut imaginer que cette ville, même s'il s'agissait d'une péninsule, même s'il y a des routes, elle était liée par les bateaux qui allaient par mer et par le fleuve. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi la table de Pétanger qui combine en fait des itinéraires maritimes et fluviaux avec des routes. On a un deuxième point, donc je vous montre ici, et je finis par cela, ce on essaye de faire. Donc, quand tout est souterrain, disons, dans la ville d'Aino, c'est beaucoup détruit. Qu'est-ce qu'on fait dans le territoire? On trouve un point, donc, comme ce point de Galagelu, qui n'est pas touché depuis l'Antiquité. Là, on est sûr qu'on n'a pas de Byzantin, donc tout ce qui reste, donc ces traces sont de l'époque romaine impériale, tardo-antique au plus, mais pas de traces chrétiennes. Et on a un deuxième point où il y a eu aussi un site antique et cette fois-ci aussi byzantin, et où, d'après une lecture de texte de Tite-Live, je pense qu'on a un point de passage et peut-être un temple d'Apollon Zéphirion par lequel les Romains seraient passés à la fin au IIe siècle après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, excusez-moi. Et j'ai fini. Je suis désolée d'être trop longue. J'espère que ça restait compréhensible. Le but, et je vous invite de voir cela sur Internet, parce que ce que j'aimerais faire avec toutes ces études à Ainos, c'est d'arriver à des reconstitutions comme des films, disons, pour ici, on a sur Internet une reconstruction du paysage avec la végétation, avec tout ce qu'on connaît de la ville au moment du passage de Xerxès, parce que je pense qu'à part ces images en 3 dimensions, voire 4 dimensions, si c'est possible, on peut sensibiliser les gens à l'impact humain sur l'environnement, donc comment le fait qu'on dégrade les sols fait prograder le delta, fait que les conditions, les lagunes se ferment, que les conditions de vie se détériorent, mais aussi fait penser qu'il y a quand même une valeur à regarder dans les traces de ceux qui ont été avant là-bas. Merci beaucoup.